1990, c'est le bras de fer, une lutte au sommet entre deux pilotes et deux écuries légendaires. Senna contre Prost, McLaren contre Ferrari, l'apogée de rivalité iconique de la Formule 1. Mais 1990, ce sont aussi des outsiders, des pilotes et des écuries qui sortent de l'ombre et qui brillent aux yeux de tous. Épisode 13 de notre season review et j'invite ceux n'ayant pas vu les précédents à les visionner afin de bien comprendre le contexte. Surtout qu'on arrive vraiment en fin de championnat, sinon pour les autres, je vous souhaite un bon épisode. Direction le Portugal pour la 13e manche de la saison où Ferrari doit absolument réduire l'écart sur McLaren et Senna. Si les prétendants au titre s'appellent Ayrton Senna et Alain Prost, les seconds couteaux ont une part de responsabilité dans le succès de leur équipe et de leurs équipiers. Depuis plusieurs Grands Prix, Gerhardt joue à fond la carte de l'équipier modèle en défendant coûte que coûte contre Prost et même Mansell, ce qui lui vaut certaines critiques. Le caractère rugueux de Berger n'est plus à démontrer et il faut dire qu'il embrasse fort son nouveau rôle chez McLaren. Ce qui déçoit un petit peu ses fans qui voyaient en lui l'héritier de Lauda. Mais non, Gerhardt a vite compris que battre Senna chez McLaren serait difficile, voire impossible. De plus, les deux pilotes s'entendent très bien. Quant à Mansell, c'est plus difficile. À Monza, le Britannique marquait pour la première fois des points depuis le Mexique. Une longue période de disette pour l'Anglais qui ne comprend pas la Scuderia. Sur le départ et pensant un temps à la retraite, le moustachu s'est peut-être déconcentré, mais Alain Prost va avoir besoin de lui pour le titre. Arrivé en 1984, le Grand Prix du Portugal à Estoril s'est vite fait une place. Terre du sacre de Niki Lauda pour un demi-point, terre de la première victoire impressionnante de Senna en 85, terre du podium d'Onyx l'an passé. Ce tracé offre de belles courses. Très sinueux malgré sa longue ligne droite de départ, les virages s'enchaînent et fatiguent les pilotes et les machines. Le dernier virage est l'un des points importants à maîtriser. Ici, Ferrari devrait être plus à l'aise que McLaren, et c'est tant mieux car Senna obtient ici sa toute première balle de match. Si le Brésilien remporte la course et que Prost ne marque aucun point, le titre est pour lui. Mais ce Grand Prix du Portugal a failli ne pas avoir lieu à cause d'un conflit entre l'État portugais et les propriétaires du circuit d'Estoril, à cause de la construction d'un parc à proximité. Mais bon, finalement, ça va, le Grand Prix a bien lieu. Oui, l'affaire s'est résolue, il y a également une autre affaire qui s'est résolue, celle du second baquet chez Ferrari. Véritable feuilleton de la saison 1990, le transfert de Jean Alesi se débloque enfin. Et ça n'a pas été facile. Avec une mauvaise gestion, Alesi s'est vu bloqué par Williams et Tyrrell alors qu'il semblait partir chez Ferrari. Ainsi, la Scuderia s'est vue forcée de trouver une solution de secours et a proposé un contrat à Alessandro Nannini, le pilote Benetton. Mais c'est bien un second choix et les termes du contrat ne sont pas à l'avantage de Sandro. Contrat d'1 an avec option activable seulement du côté de l'employeur. Et surprise, Nannini rejette l'offre. Il devient le premier Italien à dire non à Ferrari. L'amour, la passion, c'est bien. La raison aussi. Chez Benetton, il trouve plus grande satisfaction et il a bien raison. Après, il a demandé à Ferrari de modifier les termes du contrat afin que ce soit plus avantageux pour lui, mais rien n'a été fait, donc merci, non merci. Aussitôt l'affaire Nannini bouclée, Ferrari annonce la titularisation de Jean Alesi. La Scuderia offre 2 millions de dollars de dédommagement à Ken Tyrrell et Frank Williams déchire le contrat en échange d'une Ferrari 641 pour son musée personnel. Alesi réalise donc un rêve en rejoignant la Scuderia Ferrari. En seulement un an, ce fils de carrossier sicilien est arrivé chez les Rouges. Inconnu au bataillon en début d'année 89, il est devenu la pièce maîtresse du marché des transferts grâce à ses performances. Ferrari aura donc un line-up 100% français en 91, une première depuis Tambay Arnaud en 83. Mais Alain Prost émet quelques réserves quant à sa future collaboration avec l'Avignonnais. Bien que leur relation soit cordiale, Alain doute de l'entente et du bon ménage avec un pilote au caractère si différent. Quant à Alesi, il se montre très respectueux à l'idée de travailler avec Alain Prost, le professeur. Bon, l'avenir nous montrera que l'entente entre Prost et Alesi est bonne et que, même aujourd'hui, ils sont amis. Pardon, spoiler. Il y a donc des répercussions après cette annonce. Tyrrell a trouvé son remplaçant et se nomme Stefano Modena. Véritable leader de Brabham durant la saison, le prometteur italien soutenu par Philippe Morris et Pirelli pourrait avoir une meilleure chance de briller dès 91.
Chez Williams, Boutsen en a marre du manque de considération et se laisse séduire par Ligier qui devrait se séparer de ses deux pilotes. Le jeune Eric Comas arriverait donc chez les Bleus en 91 avec peut-être à ses côtés l'expérimenté belge. Chez Minardi, on constate que les liens se renforcent avec Ferrari. Comme on s'y attendait, Pierluigi Martini sera rejoint par Gianni Morbidelli, pilote de réserve de la Scuderia Ferrari. Quant à Coloni, Enzo recrute le jeune portugais Pedro Chavez. Mais attendez, qui remplace Thierry Boutsen chez Williams? Affaire à suivre. En amont du Grand Prix d'Italie, Gérard Larousse apprenait qu'il perdrait les moteurs Lamborghini pour l'année suivante au profit de Ligier qui a fait jouer ses relations politiques. Une injustice si l'on compare le nombre de points marqués par les deux équipes. 5 pour Larousse, 0 pour Ligier. Mais Ligier ne s'arrête pas là et continue d'assurer son avenir avec la signature d'un partenariat avec Renault pour 92. Un remariage assez surprenant car les deux parties se sont lancées pas mal de piques. Mais vous connaissez Guy Ligier à force, il appelait quelques amis au placé à la rescousse. Bref, les actions des deux parties rendent leur précédent discours ridicule. Renault avait dit qu'il motoriserait une équipe française que s'ils sont dans les 10 premiers. Puis ils avaient aussi garanti le monopole à Williams. Franck est très déçu, mais ne commente pas. Gérard Larousse, qui après la perte du Lamborghini essayait d'avoir Renault, l'a également en travers de la gorge, répliquant que Ligier est une écurie d'État. Jean-Marie Balestre ne se fait pas que des amis avec sa récente déclaration concernant les règlements de 91. Il trouve que les F1 vont trop vite en courbe. Il veut que les fonds plats soient modifiés, que les voitures soient moins larges, tout comme les pneus, avec en plus un poids minimum augmenté à 540 kg. Ce n'est rien par rapport à aujourd'hui où les monoplaces sont des semi-remorques, mais à l'époque, ça faisait déjà beaucoup parler. En effet, tous les constructeurs rejettent ces déclarations en disant que c'est trop tard pour changer de règlement. Entre en scène Bernie Ecclestone qui, au nom de la FOCA, prend la défense des constructeurs, et il parvient à faire repousser le jugement à Jerez. En outre, à Estoril, Life reçoit son moteur Judd et se débarrasse enfin du poumon qui est le W12 Rocky. Ce nouveau moteur a été racheté à Leyton House, mais les mécaniciens se rendent compte que les dimensions du capot ne correspondent pas. Ils font alors des modifications durant la nuit et le vendredi matin en préqualification, le capot s'envole avant même de sortir des stands. Oui, selon le règlement, si tu ne prends pas part au week-end, tu prends 200 000 $ d'amende. Et quand t'as pas beaucoup de sous, vaut mieux éviter. C'est donc obligatoire de se soumettre à cet engagement et afin d'éviter l'amende, Ernesto Vita a une idée. Il pousse sa voiture dans la voie des stands et grâce à la pente, Giacomini franchit la ligne et participe donc à la séance. Du coup, pas d'amende. Après, j'ai vu une image où la life de Giacomini évoluait sur le circuit d'Estoril. Alors est-ce que c'était durant ce week-end où finalement ils ont pu faire quelques tours, sachant qu'ils n'ont pas de chrono en préqualification, ou est-ce en essai privé? Je ne sais pas. En préqualification, en plus de la life, les deux heureux bruns sont éliminés. Pour cette petite équipe, la fin semble proche également. Les Ferrari sont de retour au sommet avec la pole position de Mansell devant Prost, suivi par les deux McLaren. Suivent Patrese, Piquet, Boutsen, Alesi et Nannini. Pirot réalise une bonne qualification avec le 13e temps et les Leyton House sont bien placés. Martini est 16e tandis que les deux Arrows sont dans le top 20. Caffi 17 et Alboreto 19. Nakajima est seulement 20e. Alio et Larini sont 21e et 23e. Les deux Brabham ont réussi à se qualifier de même que Yannick Dalmas. Grouillard, Tarquini, Gachot et Barilla sont éliminés le samedi après-midi. C'est alors qu'une polémique éclate. Les pilotes demandent au directeur de course, Roland Brunserad, de transférer la pole position sur la partie gauche de la piste, sur la partie extérieure. La majeure partie du temps en F1, la pole position est placée à l'intérieur, mais généralement, cette partie est plus sale que l'extérieur car les pilotes y passent moins souvent, voire pas du tout. C'est problématique et l'un des premiers à s'en plaindre, c'est Ayrton Senna. Et la direction de course accepte de transférer la pole position à gauche, autrement dit sur la partie propre. Ce qui arrange Mansell et Senna, premier et troisième. Par contre pour Prost, deuxième, il a dans l'os. Il fait lourd à Estoril en ce dimanche 23 septembre. Il y a une possibilité que le ciel tombe sur les pilotes. Satoru Nakajima est tombé malade et n'a pas roulé le samedi. Il essaie cependant de prendre le volant durant le warm-up, mais ne peut piloter. Il déclare donc forfait, mais il est trop tard pour repêcher Grouillard. Ils ne sont donc que 25 à prendre le départ du Grand Prix du Portugal, 2 Ferrari devant 2 McLaren. À l'extinction des feux, Mansell patine énormément et s'en va bloquer son équipier contre le mur. Résultat, Senna et Berger sont en tête au premier virage, et Prost est tombé 5e. Ça ne va pas plaire aux Français.
quatrième virage, Andrea De Cesaris part tout droit dans le bac à gravier. L'Italien est tanké et c'est l'abandon. Senna boucle le premier tour en tête devant Berger, Mansell, Piquet, Prost, Patrese, Alesi, Wutzel, Nannini et Pirot qui se fait doubler par Suzuki. Après un départ compliqué, les Ferrari doivent passer à l'attaque. Bien qualifié et bien parti, Pirot perd rapidement des places. Donelli le dépasse. Mansell est maintenant sous la menace de Piquet, son meilleur ennemi. Le moustachu zigzague légèrement et bloque la Benetton. Derrière, Warwick frôle le muret des stands à pleine vitesse pour se défaire de Martini. Dans le cinquième tour, l'AGS de Yannick Dalmas est immobilisé sur le côté de la piste tandis que Mansell a réussi à recoller à Berger. Mais sur ce tracé sinueux, il est difficile de trouver l'ouverture. Sixième tour, abandon pour Derek Warwick, problème d'accélérateur. Mansell commence à s'impatienter derrière Berger et zigzague encore. Il faut rester patient. Derrière, Prost défait de Piquet. Dix tours après Warwick, c'est Donelli qui doit renoncer. Problème d'alternateur. En quelques kilomètres, Prost a fait la jonction sur Mansell, ce qui témoigne du rythme de la Ferrari. Les positions restent figées une dizaine de tours où les 4 premiers ne se lâchent pas. Mais dans la 27e boucle, au troisième virage, Mansell sort légèrement la trajectoire et Prost en profite. Les pneus souffrent sur ce tracé. Piquet est le premier des hommes de tête à s'arrêter et il est imité par Patrese. Nigel y passe le tour suivant et Senna le tour d'après. Berger et Prost sont toujours en piste et le Français vient à bout de l'Autrichien dans la ligne droite. Alain a maintenant la vue dégagée et il peut tenter de faire la différence. Mais dès la fin du tour, il passe au stand. Malheureusement, sa roue arrière gauche a du mal à être fixée et Prost perd de précieuses secondes. Beaucoup de temps perdu et Alain ressort 5e derrière son équipier et Nannini. Dans le même temps, Thierry Boutsen renonce sur un nu moteur. Le Belge a fait un sur-régime et le V10 Renault n'a pas supporté. Berger est le dernier des hommes de tête à s'arrêter au stand et il ressort 3e devant Prost. En tête, Mansell est maintenant collé dans l'aileron d'Ayrton Senna. Il le chasse depuis plusieurs tours et dans l'entame du 50e, il porte une attaque au premier freinage. Mansell passe en tête. L'Anglais s'échappe, mais un groupe de retardataires devant lui pourrait le gêner. Les deux Ligier et Martini sont en pleine bataille. Nigel se montre alors à l'intérieur de Philippe Alliot, mais le Français referme la porte et les deux pilotes s'accrochent. La Ligier achève sa course dans le rail. Ferrari craint un bris de suspension pour Mansell, mais heureusement, la voiture rouge est solide. Alliot n'est pas blessé de son accident et rentre à pied. Un spectateur en profite pour lui demander un autographe. Les retardataires ont réduit les écarts en tête et Prost est de nouveau derrière Berger. Avec Senna deuxième juste devant, il peut espérer reprendre des points précieux. Entame du 59e tour, Prost attaque Berger qui n'hésite pas à se décaler, mais le Français passe quand même 3e. La bagarre est annoncée entre les deux leaders du championnat, tandis que Larini offre un petit peu plus de temps d'antenne à Ligier. L'Italien s'écarte, mais il a permis à Senna de reprendre un petit peu d'avance sur la Ferrari. Le jeu cruel des retardataires. Il reste 12 tours de course. Derrière, Suzuki et Caffi s'accrochent. L'Italien a violemment heurté le rail et il est sonné. Il peine à sortir de son arrose. Alex Caffi a besoin de secours et la direction de course brandit alors le drapeau rouge. Ça s'arrête là et Mansell remporte donc un Grand Prix du Portugal amputé de 9 tours. Senna termine donc devant Prost et Berger occupe la 4e place. Piquet et Nannini complètent le top 6. You can't beat world champions unless you drive very hard, but it was a great race and a very mature race, and as I said earlier, I'd like to go on record to thank Ayrton because although we were racing very hard, he let me go past him after I got a good slipstream at the end of the straight. He could have fought with me, but I saw him point and it was a very good manoeuvre and very safe for both of us. Nothing to say except that was maybe one of the most unlucky races I've done in my career. No, I don't thinking anymore about the championship. No, for me, I think Ayrton won today.
The championship will be over when mathematically it's finished. It's still open, and I will just keep on going the same way I have done so far, and we have to wait and see. Cela faisait plus d'1 an que Nigel Mansell n'était pas monté sur la plus haute marche du podium. Une longue disette pour celui qui remporte donc sa 16e victoire en Grand Prix. Chiffre symbolique car il égale Stirling Moss. Tous deux se partagent le record du nombre de victoires pour un pilote britannique, mais surtout, Stirling Moss et Nigel Mansell se partagent le record du nombre de victoires sans jamais avoir remporté le moindre titre. Quant à Prost, il soupçonne Mansell d'avoir joué le jeu de Senna. En effet, l'Anglais et le Brésilien s'amusent et plaisantent sur le podium alors que d'ordinaire, ces deux pilotes ne s'apprécient pas. Bien que Nigel se soit excusé pour le départ, Prost le soupçonne de se venger de son statut de numéro 2. Puis Alain s'en prend à son équipe qui n'a rien fait pour que Mansell l'aide dans sa lutte pour le titre. Le Français ira même jusqu'à dire que la Scuderia ne mérite pas le championnat. Il s'estime abandonné par son équipe. Pour le Français, le championnat est déjà perdu, même si mathématiquement il peut encore le gagner. Et on peut comprendre la colère d'Alain Prost face à un enjeu aussi important. De plus, depuis le début de la saison, le Français fournit plus d'efforts que son équipier, notamment en essais privés. Ainsi, il remet en question sa place au sein de la Scuderia Ferrari. En disant ça, il y a quelque chose qui se casse en interne et Fiorio répond. En jouant sur les mots, il défend la prestation de Mansell et dit à Prost que s'il n'est pas content, il n'a qu'à battre son équipier sur la piste. Bref, cette histoire laisse des traces et ça n'aidera pas Ferrari. Prost a peut-être raison, peut-être que Ferrari ne mérite pas le titre. Quoi qu'il en soit, pour le départ, Mansell s'est fait simplement surprendre par son électronique. L'Anglais prend moins de temps pour le régler et ça explique peut-être son patinage. Maintenant, peut-être que ça l'arrange, car il faut dire que les relations entre Mansell et Prost ne sont pas nécessairement meilleures qu'entre Mansell et Senna. Au championnat, Ayrton a pris une énorme option sur le titre en comptant maintenant 18 points d'avance sur Prost. Il ne lui faut marquer qu'un point de plus que le Français pour décrocher le titre à Jerez. Le championnat semble plié, de même que chez les constructeurs, où McLaren compte maintenant 33 points d'avance. La suite s'écrit donc à Jerez. Le Grand Prix d'Espagne sera marqué par un accident effroyable, mais également par un retournement de situation très intéressant. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode 13 vous a plu. Je vous ai mis en description quelques liens pour les soutenir avec l'Oméga. Allez le suivre, allez lui donner de l'amour. Je vous ai également donné quelques liens qui me concernent, soyez curieux. Quant à notre season review, je vous donne rendez-vous lundi prochain, 21h en première sur YouTube, pour l'épisode 14 de 1990, le bras de fer.